Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Sarah El Haïry qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Vous travaillez au sein du ministère de l'Éducation aux côtés de Jean-Michel Blanquer. Un peu plus de 15 jours après la rentrée des classes, est-ce qu'il faut revoir et simplifier le protocole, En clair, renvoyer chez eux uniquement les enfants positifs et non pas fermer une classe. Ça, c'est en primaire. Vous savez, je pense qu'il faut tenir le cap. Notre objectif a toujours été le même, garder des classes ouvertes. Aujourd'hui, franchement, ça marche. Il faut le tenir. Les enseignants, ils ont fait l'effort, ils ont intégré les protocoles. Les parents aussi, les enfants aussi. Le résultat est plutôt bon. Si on regarde en proportion et avec un peu de hauteur, je crois qu'on a un peu moins de 16 structures dans le pays qui sont fermées. Il y a eu combien de classes au total qui ont fermé ? Un petit peu moins de 3000 classes qui ont fermé. Un petit peu moins de 3000 classes sur plus de 526 000 classes. C'est énorme la différence. Et il n'y a que 15 écoles et je crois un seul collège et 0 lycée. Les experts du conseil scientifique recommandent maintenant, eux, de renvoyer uniquement les enfants positifs, mais pas de fermer les classes. Il ne faut pas changer d'avis, fait, au gouvernement ? Franchement, pas du tout. Moi, je vous assure, on a fait plusieurs niveaux de protocole, de 1 à 4. Aujourd'hui, on est au 2. Ça tient, c'est la rentrée. Allez, l'objectif, c'est que les enfants continuent à avoir cours, même quand la classe est fermée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas école, c'est-à-dire que c'est du distanciel. On tient bon et on protège surtout l'essentiel, notre petit trésor, c'est l'école. Oui, la primaire des Verts, venons-en à la politique, ce sera Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau. Vous vous sentez plus proche de l'un ou de l'autre ? Alors, les deux ont des positions absolument opposées l'un à l'autre, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont le même dogmatisme. Et il y a un point sur lequel moi je suis assez bluffée, c'est qu'ils ont une persévérance de la primaire assez folle. Depuis 2002, si on se remémore pour ceux qui aiment la politique, en 2002, Noël Mamère remplace Anna Lipiette, ensuite c'est Eva Joly qui bat par grande surprise Nicolas Hulot. À la dernière de la dernière, c'est quand même Jadot qui ne se présente pas et qui se met derrière Hamon. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est pas qui va gagner cette primaire. C'est qui va vraiment se présenter à l'élection présidentielle pour les Verts. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, ils ont des visions quand même un peu opposées tous les deux, non ? C'est-à-dire que Jadot semble plus rassembleur et elle assume, Sandrine Rousseau, elle l'a dit à ce micro, une radicalité. Vous avez tout à fait raison, ils ont une vision absolument opposée de la société, de l'économie, d'absolument tout. Et ce qui pose un besoin de clarification quand même. Est-ce que M. Jadot est le tremplin de Mme Hidalgo ? Est-ce que Mme Rousseau, est-ce que c'est pas finalement le stimulateur ? Est-ce qu'elle va se rallier à M. Mélenchon ? C'est quoi la réalité de leur position ? C'est ça que je pose comme question. Vous pensez qu'il peut y avoir un ralliement de l'un ou de l'autre ensuite pour... Moi, évidemment, je les invite à clarifier, parce que ça fait partie aussi de la défiance et des petits arrangements qui détachent les gens de la politique. Bon, vous défendez les femmes également, Sarah El Haïry. Les propos de Sandrine Rousseau sur le fait que notre société utilise et jette le corps des femmes, des précaires et des racisés, ce sont des propos que vous approuvez ou pas ? Moi, ce que je vois, c'est que les propos de Mme Rousseau, en fait, ils s'ancrent dans une pensée beaucoup plus profonde. Ça s'appelle la woke. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tu vas chercher la différence, la blessure pour aller opposer les gens et les mettre en exergue. C'est absolument la vision opposée de la mienne. C'est l'opposé même de l'histoire de France. Moi, ce que je crois, ce que je vois, c'est qu'on n'est jamais plus fort que quand on va chercher ce qu'on a en commun. En fait, c'est même le fond de mon engagement et de mon combat. L'universalisme français, c'est pas un slogan, c'est pas un mot qui donc qui vous est vieux ou qui ne dénoncez le côté pas. Justement victimaire qu'on met en avant, et notamment chez Sandrine Rousseau. Mais vous savez, ce mouvement victimaire, il fragilise et il enlève de l'énergie, de l'essence même, de rêve, de capacité à construire à tous ces jeunes qui ont envie d'y croire. Imaginez-vous, vous commencez votre vie en vous disant, de toute façon, je suis potentiellement victime et je le serai un jour, donc de fait, il faut que je me rassemble avec les gens avec qui je serai victime. Alors qu'on est la France, on est une des plus belles puissances du monde, et franchement, j'assume mes mots. Mais sauf qu'on est plus fort quand on est unis, quand on va chercher le commun. Bon, mais pourquoi, selon vous, Sarah El Haïry, ce sont les discours assez radicaux, tels que donc Sandrine Rousseau d'un côté, et Éric Zemmour aujourd'hui, qui séduisent plus ces discours ? Mais Éric Zemmour, ce qui est certain, c'est qu'il a gagné la bataille de l'attention. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il n'y a pas une matinale, qu'elle soit à la radio, à la télé, où on ne parle pas d'Éric Zemmour. Alors que, Éric Zemmour n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle, il en a tous les attributs, moi j'adore. Il a une association de financement, il a des jeunes qui collent des affiches, il fait des rassemblements où il dédicace son livre qui ressemblent à des meetings. Non, mais il a tous les attributs, mais il reste polémiste, soit, d'accord, dans cette radicalité. S'il reste polémiste, alors à ce moment-là, il ne devrait pas être décompté par le CSA.
Aujourd'hui, il est polémiste tant qu'il ne oui, dit mais pas il est lui-même qu'il est décompté, candidat. vous savez, Oui, il mais est considéré comme politique. Il a tous les attributs aussi. Et s'il voulait ne plus être décompté par le CSA, il suffit d'une chose. Qu'il clarifie lui-même sa situation, qu'il dise s'il est candidat ou pas. Ça dépend de lui. Vous appelez Éric Zemmour à clarifier la situation ? Ah non, mais vous savez, moi j'aime les gens clairs, transparents, qui assument leurs idées, qui assument leur envie, qui expliquent vraiment aux Français qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, ce que je vois, c'est un Éric Zemmour qui, franchement, c'est une parole, une polémique. Alors, vous estimez que les médias se trompent en lui donnant peut-être trop la parole et en le mettant même dans des débats politiques. Il va y avoir cette semaine un débat d'Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'adore ce débat. Au contraire, il est courageux. Mais bien sûr. Mais au moins, ça va être idée contre idée. Jusque maintenant, on a entendu M. Zemmour sur quoi ? Sur le changer les prénoms ? Interdire des prénoms aux Français ? Ah ben super pour un projet de société. C'est quoi un président de la République ? Un président de la République, c'est quelqu'un qui défend la France, qui défend sa souveraineté, qui va rassembler les Français, qui accompagne son économie, qui est le premier entrepreneur de ce pays, qui donne du rêve à ses enfants, qui accompagne ses forces de l'ordre. Franchement, monsieur Zemmour, de quoi il parle depuis maintenant quelques semaines ? Il parle du prénom des Français et du prénom des Français. Donc au moins, dans ce débat, on aura peut-être les tripes qui ressortiront. Oui, mais peut-être aussi qu'il parle de choses réelles, en fait, dans le pays, de débats qui ont lieu alors autour des prénoms, mais pourquoi pas pour l'intégration. Vous-même, vous êtes pour l'assimilation, l'intégration, ça passe peut-être par ça. Vous l'avez vu vous-même, vous avez été confronté à ça lors je me souviens de cette réunion à Poitiers, face à des jeunes qui étaient assez radicaux, engagés également, et donc là, vous-même, vous aviez été obligé d'intervenir, confronté à ça. Et bien sûr, je dis une chose, Éric Zemmour, aujourd'hui, il cherche la punchline, la polémique, le petit truc qui va faire buzzer, mais il ne propose rien. Mais en termes de propositions, on ne peut pas enlever... il formule quelques propositions, et puis ça arrive s'il est candidat. Je vous assure qu'il n'y a rien. Alors, sauf si vous êtes capable de me les citer, ça serait autre chose. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que on a un sujet dans notre pays et sur lequel il ne faut pas avoir de tabou. L'immigration, la question de l'identité, la question de comment on se sent français, comment on appartient à ce commun. Pour ça, le communautarisme. Mais bien sûr, la lutte contre le communautarisme, la lutte contre les séparatismes, la lutte contre également les islamistes qui bousculent notre pays. Vous savez, moi, dans ma bouche, j'aurais jamais aucun tabou pour nommer les choses, parce que c'est la première manière de les combattre. Par contre, les méthodes que lui préconise et les nôtres sont absolument opposées. C'est-à-dire, vos méthodes, c'est quoi ? Non, on va pas fracturer les gens. Au contraire, on va chercher le lien. On repasse par l'école. On accompagne avec des lois nouvelles. Qui fait la loi pour lutter contre les séparatismes ? Qui fait le service national universel pour réunir des gamins qui ne se voient même plus, qui ne se connaissent plus ? Qui fait lever un drapeau à toute une génération pour qu'elle apprenne, qu'elle partage, qu'elle aime cette France ? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que sur l'engagement des jeunes, ils adhèrent à la société aujourd'hui, et notamment dans les quartiers, puisque vous avez parlé en fait du communautarisme. On a l'impression qu'ils sont loin en fait de ces valeurs de la République. Il n'y a pas un jeune en France où il n'y a pas une jeunesse. Il y a des jeunesses. Oui. Donc en fait, franchement, il y a plusieurs situations. Est-ce qu'il y a une partie de notre jeunesse qui se sent loin ? Oui. Et qui a besoin qu'on refasse société, bien sûr. Ça, je l'ai vu. Mais comment ? Parce que vous êtes en charge de ce dossier, vous, Sarah El Haïry. Je vais vous dire. Comment ? Déjà, en refusant de les regarder en globalité et en les faisant se rencontrer, en leur faisant faire des choses ensemble, en recréant de la fierté, en redonnant des repères. Il y a une jeunesse qui a plus de repères, plus de cadres. Ils se sentent parfois pas français parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont héritiers de notre histoire et héritiers de ce pays. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Il faut voir toutes ces jeunesses et donc il ne faut pas les opposer. Moi, quand je vais voir des jeunes dans des quartiers ou des jeunes qui sont un peu plus loin, je vais aussi voir des jeunes sapeurs-pompiers, des jeunes qui font partie des cadets de la République. Parce que notre pays, c'est quand même toutes ces jeunesses, tous ces visages. Et il n'y a pas un pays au monde qui ne s'occupe pas de l'unité de sa jeunesse parce que c'est l'avenir même de notre société. Mais est-ce qu'ils veulent monter justement dans cette société, dans ce wagon, ces jeunes qui ont des difficultés que vous rencontrez là ? Bien sûr. Oui. Par contre, ils ne montent pas naturellement. Par contre, il faut les aider. Il faut leur dire que chacun a sa place. Et comment on trouve sa place ? Par l'école, par la formation, par l'engagement, par la fierté de porter un uniforme, par le travail. Enfin, il n'y a pas... la reine des batailles, la mère des batailles, c'est que chacun se dise
pleinement, j'ai ma place, oui, je suis français, et en plus de ça, j'ai un destin à construire, et il n'y en a pas un qui vaut plus que moi. Oui, oui. Est-ce qu'il faudrait rendre le vote obligatoire pour ces jeunes parce qu'on sait bien qu'il y a et là, on arrive vers la présidentielle, quoi. C'est trop tard. Non, moi, j'ai jamais eu de malaise sur la question de l'abstention, de la lutte contre l'abstention et des moyens pour lutter contre l'abstention. Une raison toute simple. J'ai vu une jeunesse qui est hyper engagée, qui se lève, qui accompagne les assos, qui rejoint la réserve civique. Par contre, qui n'a jamais autant voté. Et donc là, il y a un paradoxe jeune. C'est un truc de fou. Il y a un vrai paradoxe. 9 jeunes sur 10 se déplacent pas pour les élections régionales. Et à côté de ça, vous avez une jeunesse qui jamais n'est feignante pour aller donner un coup de main, pour marcher pour la planète ou pour s'engager pour nos anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne croient plus au vote. Et donc là, notre job, mais vraiment, c'est de réconcilier, c'est de remettre de la confiance. Et ça va par plusieurs moyens. Ça va déjà peut-être en modernisant la démocratie, pour qu'on vote que le dimanche, peut-être le vote électronique, peut-être le vote par correspondance. Aussi s'adapter. Mais bien sûr. Pourquoi on n'a pas le droit de voter dans l'endroit où on étudie? Pourquoi on n'a pas accès à la propagande officielle, l'endroit où on vit et pas spécialement chez ses parents? Mais ça ne suffit pas, évidemment. L'autre côté, c'est la responsabilité aussi des politiques et des enseignants. Oui, alors il y a ce vote, et est-ce que la préoccupation aussi du moment dans ces quartiers, comme l'a dit encore Xavier Bertrand ce week-end, c'est-à-dire il y a la guerre des gangs et il y a la menace d'une guerre civile. Vous la redoutez, vous y croyez? Non, mais Xavier Bertrand, chaque dimanche maintenant, c'est une petite phrase, c'est une petite punchline. Franchement, des fois, c'est à se demander à quoi il se présente. C'est pas le premier publicitaire de France. Le président de la République fait aussi des punchlines régulièrement. Oui, par contre, monsieur Bertrand, pour le coup, c'est vraiment chaque dimanche. Et je crois pas que les Français attendent le chef des publicitaires. Moi, c'est beaucoup trop sérieux pour s'amuser. C'est le chef des publicitaires. Écoutez, franchement, quand on voit ça, c'est le roi des publicitaires, c'est le roi de la punchline depuis dimanche après déjà, dimanche. Si c'est le roi de la punchline, parce qu'on dit qu'il n'est pas forcément efficace en termes de communication, vous dites que oui. Moi, ce que je vois, c'est que la sécurité, c'est beaucoup trop important pour la prendre par le petit bout de la lorgnette. Oui, mais sur le fond, quand même. Et sur le fond, il fait une déclaration, il fait vraiment des déclarations sur déclarations. Nous, on fait des actions, mais très concrètes. La sécurité, c'est un droit. C'est un droit pour tous. Et ça protège d'abord les plus fragiles. À partir de là, on fait quoi? On recrute des policiers, 10 000 policiers gendarmes, alors même que, je dis juste, 12 000 ont été supprimés à l'époque de M. Bertrand. On renforce, on leur donne des moyens, des outils, des 5008, du matériel. On renforce leur formation. Et ça ne suffira pas. Et c'est là où je pèse mes mots. On ne peut pas mettre sur le dos des forces de l'ordre tous les sujets de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faut lutter contre les trafics. Parce qu'il y a la responsabilité des parents. Comment on accompagne les parents pour qu'ils retransmettent le respect? Il faut aller vers des sanctions, parfois des parents qui ne font pas respecter aussi à leurs enfants un certain nombre de choses. Je pense à la suppression des allocations, etc. Je vais même aller plus loin. Vous allez plus loin que ça. Non, dans la question de la sécurité, et je vais juste aller au bout de mon explication. La question de la sécurité, c'est un bouclier qu'il faut. C'est évidemment les forces de l'ordre, mais c'est aussi les parents, c'est aussi les enseignants, les assos, et je les vois au quotidien parce que je suis sur le terrain avec eux. Et au bout de presque 100 visites sur le terrain, 100 déplacements, il y a un moment tu fais bloc et ça va avec la justice. C'est pour ça que avec l'augmentation des moyens, la réduction du délai, des peines, parce que quand tu es condamné aujourd'hui et que tu l'as fait dans 4 ans, ça ne sert à rien. Bon, Sarah El Haïry, à côté de ça ici, il y a les grandes manœuvres en politique. Vous venez des rangs du MoDem, vous êtes une proche de François Bayrou. Vous prônez pour 2022 la création d'une maison commune entre le MoDem et la République En Marche. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un nouveau parti? C'est la construction du courant du centre dans notre pays. C'est un courant qui a des racines, qui a une famille politique, qui a une histoire. Aujourd'hui, ce qui nous lie entre la République En Marche et le MoDem, eh bien, c'est une majorité de pensée, une majorité de construction. Alors, on vient d'histoires différentes, mais là, on a réussi à créer ce lien. Donc, poser le parti, ce que Giscard n'avait pas fait à l'époque, parce qu'il ne s'en était pas occupé, poser ce grand parti central, c'est permettre à une génération qui va suivre, à une deuxième génération encore, voire une troisième, eh bien, d'être héritier. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de l'héritage. Eh bien, héritier de cette pensée centriste, qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chercher le plus juste. Ça veut dire que tu t'occupes des hommes et des femmes. Ça veut dire que tu vas pas chercher la petite polémique à dessous, que tu es un Européen, que tu n'es pas un polémiste à dessous, mais au contraire, tu vas chercher ce qui rassemble le pays. Ouais, mais très concrètement, c'est quoi Maison Commune? Ce n'est pas un parti, ce serait un rassemblement de partis. Et là, on voit que les uns les autres, au contraire. Moi, je peux vous dire que c'est pas une fédération. Non, mais vous seriez favorable, par exemple, à la suppression de la République En Marche et à la création d'un nouveau parti, la suppression également du MoDem? Ce n'est absolument pas ni une fédération, ni une confédération. C'est pas l'UDR
l'UDF et c'est pas l'UMP. Ouais. Alors avec ça, vous allez me dire, tu m'as dit ce que c'était Bah pas, oui. mais pas ce que c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que le permis de construire est signé et que je vous invite vraiment à regarder ce qui va se passer ce week-end à Guidel. C'est l'université de rentrée du Modem. Week-end prochain, l'université de rentrée à Avignon de La République En Marche. Après ces deux grands temps fort, je crois que c'est un moment Mais le d'histoire de la vie politique de notre pays. encore peser, c'est en proposant cette maison commune, quoi. Mais parce que le Modem Parce que sinon, transcende. le Modem, est-ce qu'il existe encore? Est-ce que François Bayrou a encore du poids auprès d'Emmanuel Macron, auprès des Français? François Bayrou, c'est un de ces hommes d'État qui est le pilier d'une histoire politique, qui est le centre en France. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait dès 2017 en rejoignant le président de la République, c'est permettre aux centristes, à ceux qui ne regardent pas la chicane, est-ce que l'idée est de droite ou de gauche, mais qui travaillent dans l'intérêt de ce pays, parce que oui, nous aimons la France et nous la défendons avec des mesures, d'avoir un parti politique qui va dépasser même le projet du président de la République, et c'est bien notre projet. Vous avez une idée de nom? Non. Il y a eu le Parti démocrate français, le mouvement démocrate, mais c'est déjà le Modem, les démocrates, il y a plein d'idées. Mais dans le fond, ce n'est pas tellement les noms qui comptent que la construction de ce mouvement français, ce mouvement qui va durer dans le temps. Bon, écoutez, on va suivre ça. Merci Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, d'être venue ce matin au micro de Sud Radio.